Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir une nouvelle fois un auteur qu'on aime beaucoup et qui fait son retour avec son héros fétiche, le Capitaine Coste. Rien qu'avec ce nom, normalement, vous avez deviné de qui je voulais parler, Olivier Norek. Bonjour. Bonjour, salut, comment ça va? Bah, ça va plutôt pas mal. Et toi, tout va bien au moment de cette sortie là, le roman vient d'arriver dans les brumes de Caplan chez Michel Lafon. Comment tu te sens en tant qu'auteur maintenant qu'il est en librairie? Ah, c'est très compliqué. On écrit, en tout cas, non, pas on va arrêter avec les on, c'est j'écris. J'ai réalisé que j'écrivais vraiment pour offrir les histoires et que je suis pas persuadé qu'après mon premier roman, Code 93, j'aurais continué à écrire si j'avais pas trouvé des gens que ça intéressait. Il y a des gens qui adorent écrire et qui écrivent pour eux-mêmes. C'est malheureusement pas mon cas. C'est malheureusement pas mon cas. Moi, je suis vraiment dans l'échange. Donc, tout le temps où j'écris mon roman, il n'existe pas parce qu'il n'a pas été vu, il n'a pas été lu. Je m'amuse parfois à dire, même si en fin de compte, je sais même pas ce que je dis, que c'est de la physique quantique à pas cher. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'existe pas tant qu'on n'a pas ouvert le carton et tant qu'on n'a pas vu le chat de Schrödinger à l'intérieur. Donc voilà, mes romans, ils n'existent pas, ils ne vivent pas. Mes personnages, ils sont captifs tant qu'ils n'ont pas été libérés par l'ouverture du roman. Donc oui, c'est le moment ultime, c'est le moment qu'on attend. C'est enfin, il est en librairie et enfin, on peut en papoter. Est-ce que ça veut dire que quand tu écris, tu penses à tes lecteurs et tes lectrices en te disant tiens, cette scène-là, ça va les surprendre, tiens, ce lieu-là, ça va les étonner ou pas du Ça tout? n'est que ça. À mon sens, c'est la différence entre, je vais pas me faire beaucoup d'amis, mais c'est pas bien grave parce que j'en ai pas dans ce milieu où je vais parler. Pas du C'est tout. la différence entre la littérature blanche et la littérature noire. Je caricature ça un peu en me disant, dans la littérature blanche, les gens ont un sujet et se disent, et si en plus ça intéresse les lecteurs et les lectrices, bah c'est tout gagné. Dans la littérature Hmm. noire, c'est totalement l'inverse. Dès le premier mot, on est déjà en train de penser aux lectrices et aux lecteurs. Tout simplement parce qu'en fait, notre but, ça va être de vous avoir, de jouer avec vous comme un gros chat et des petites souris. Ça va être de vous emmener vers des directions auxquelles vous ne vous attendez pas, si possible avec des nouveaux lieux, des nouveaux personnages. Dans mon cas, une île, un nouvel obstacle, dans mon cas, les brumes, un nouveau service de police, dans mon cas, le service de protection des repentis et des témoins. Peut-être que je n'aurais pas écrit sur ces sujets-là si je n'avais pas envie de les partager. Et donc, comme on joue au chat et à la souris, évidemment, dès le premier mot, l'arnaque commence. Dès le premier mot, on est déjà en train de se jouer de vous. Donc, obligatoirement, la première personne à qui on pense, le premier mot, il est déjà destiné aux lectrices et aux lecteurs. Alors là, encore plus parce qu'on va quitter avec Coste le 93 et la région parisienne et on va aller du côté de Saint-Pierre, à quelques encablures de Terre-Neuve. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce lieu? Petite île, on l'a dit, battu par les vents, mais aussi avec un épais brouillard pendant quelques semaines. Je crois que tu t'es rendu sur place, c'est ce que j'avais suivi un petit peu sur les réseaux sociaux. Quelle est la magie du lieu? Parle-nous-en. Alors moi, j'ai passé 3 mois, tout simplement parce que je pense que je suis pas un bon inventeur. Et que quand j'étais petit et qu'on me demandait de faire des rédactions sur des sujets qui ne me concernaient pas, j'avais de brillants 5 ou 6 sur 20. Et puis, à un moment donné, quand j'ai commencé à écrire les choses qui me concernaient, les choses que j'avais vécues, alors là, les mots venaient. Donc, c'est hyper important pour moi d'aller sur place, de rencontrer à la fois un lieu qui va devenir un personnage, de rencontrer les habitants qui vont eux aussi devenir des personnages, parce que c'est important de trouver juste le petit truc en plus qui fait qu'on a l'impression d'être là-bas. Quand j'écrivais Entre deux mondes, ça se passe dans la jungle de Calais, hein, donc, je suis allé là-bas pendant plusieurs semaines. Si j'avais voulu parler de la police de Entre deux mondes pour dire qu'elle était bien mal lotie, avec peu de personnel, peu de moyens, peu de matériel, j'aurais juste écrit ça et on n'aurait pas ressenti la vérité. Mais quand je suis arrivé dans ce commissariat de Calais et que j'ai vu qu'ils venaient de toucher 2 nouvelles voitures qui avaient donc des toits en verre, bah, comment tu fais pour mettre le gyrophare sur le toit en verre? Ça tient pas. Donc en fait, les flics étaient obligés de le tenir à la main et de le sortir de la fenêtre. Tu vois, c'est ce petit truc, c'est rien du tout, hein. Mais c'est ce petit truc qui fait dire au lecteur, ça y est, ouais, je suis dedans, je suis en place. Le mec se moque pas de moi. Il est allé voir les choses, il est allé les goûter, les toucher, les sentir. Et donc, fort de cette expérience dans la jungle de Calais avec Entre deux mondes, j'ai décidé que ça deviendrait une sorte de méthode et une obligation. Une obligation, pas juste pour moi, pour me faire plaisir, une obligation pour le lecteur et les lectrices. Faites-moi confiance, c'est comme ça que ça se passe. Et encore plus dans ce Hmm. nouveau roman. Dans ce nouveau roman, non seulement je connais pas Saint-Pierre, mais ce qui est le cas de quand même beaucoup de gens, parce que si vous demandez de placer Saint-Pierre sur un globe, je le dis dans le bouquin, hein, soit on se plante de plusieurs centaines de kilomètres, soit on se plante carrément d'hémisphères.
Moi, quand je suis parti, la moitié de mes amis m'ont dit n'oublie pas ton slip de bain et ta crème solaire, et l'autre moitié m'ont dit n'oublie pas tes bottes et ton fusil pour la chasse à l'ours. Donc vraiment, on est un peu paumé sur cette île. Donc résultat, je voulais absolument y aller. Et puis pourquoi Saint-Pierre? Parce que j'avais besoin d'un endroit où mettre une résidence surveillée. Et ça m'amène donc à la nouvelle découverte de ce roman qui est le service de protection des repentis et des témoins. C'est un service de police un peu à la traîne par rapport à l'Europe, par rapport aux Américains et aussi par rapport aux Italiens qui ont ça depuis des décennies. C'est comment on fait pour descendre une organisation criminelle impénétrable. Alors on a essayé avec des agents infiltrés, hein, mais l'infiltration pour devenir le meilleur ami du chef de ce gang-là, bah, il faut 1 an, 5 ans, 10 ans. Et puis ça peut se terminer avec succès, comme ça peut se terminer avec une balle dans la tête. Donc c'est vrai que le ratio résultat et implication était pas au rendez-vous. Donc résultat, on a fait comme les Américains et les Italiens, on est allé choper des inside man, des gens qui sont à l'intérieur de l'organisation criminelle, soit parce qu'ils se sont fait gauler et qu'il est temps de collaborer avec la police, soit parce qu'ils ont arnaqué leur propre organisation criminelle, qui commence à faire chaud pour leur matricule et qu'il est temps de se barrer et de faire copain-copain avec la police. Mais c'est pas tout. Quand on a un repenti, il faut qu'il parle pour savoir si on va lui donner une nouvelle identité et pour savoir si on va lui donner une nouvelle adresse quelque part sur le globe. Ça, c'est ce qu'offre le service de protection des témoins et des repentis. Mais pour ça, il nous faut des bonnes informations. Et pour ça, il faut donc un peseur d'âme, c'est-à-dire quelqu'un qui va écouter le repenti, qui va prendre toutes les informations et qui va décider si oui ou non on a assez d'informations pour descendre une organisation criminelle, et si oui ou non, eh bien, on donne une nouvelle identité, une nouvelle adresse au repenti. Bah, c'est exactement le nouveau job du capitaine Coste sur cette île, qu'on atteint évidemment comme toutes les îles que par bateau ou par avion. Donc, en fait, il sait exactement qui est sur l'île au moment M, et c'est comme ça qu'il protège ses repentis le temps de leurs aveux. Et il va croiser Anna. Alors ça, c'est le gros problème. C'est que le service des repentis, la phrase complète, c'est service des repentis et des témoins. Coste, à la fin de l'épisode 3 de la trilogie, il va pas très très bien, il a perdu un membre de son équipe, et donc il a aucune envie de redevenir responsable de la sécurité d'une équipe. Alors quand on lui a proposé ce job, où il est juste avec des anciens criminels, et pas des anciens criminels qui ont retrouvé par magie la voie de l'honnêteté, non, des anciens criminels qui ont été acculés, et étant acculés, ils ont retourné leur veste. Et pour Coste, bon, bah, si un de ces repentis termine dans la cale d'un bateau, le coffre d'une voiture ou au fond d'un étang, bah, que vous dire? Est-ce que c'est pas le lot de ceux qui ont choisi la criminalité comme gagne-pain? Donc en fait, il s'en fout un peu de la sécurité. Et lui, ce qu'il veut, c'est des informations. Sauf que dans le service de protection des repentis et des témoins, il y a aussi le mot témoin. Et alors qu'il ne le voulait pas, on lui envoie une jeune femme, Anna. Anna, c'est la toute première victime Alors, je savais même pas que j'écrivais sur un serial killer parce qu'en fait, ça me saoule un peu les serial killers. Mais oui, effectivement, c'en est un, puisque c'est un homme qui enlève des jeunes filles et qui les assassine. Et comme il est au compte de 10, bah, on peut quand même établir que c'est un serial killer. Mais c'est pas du tout l'objet du roman. C'est pas un énième roman sur les serial killers. C'est d'ailleurs même pas presque pas un roman policier. C'est d'ailleurs même pas presque un roman d'action. C'est un thriller psychologique et c'est une des premières fois que j'essaye ça. Et pour essayer ça, il a fallu que je sois le plus généreux et le plus honnête possible. Je pouvais pas faire semblant d'écrire ou me détacher de mon écriture. Il fallait que je me plonge complètement à l'intérieur de ça. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est un page-turner et qu'il y a énormément d'action. Mais quand vous refermez le livre et que vous faites 3 pas en arrière, vous réalisez en fin de compte que 80% du bouquin, ce sont quand même des entretiens. Et c'est ça le petit tour de force que je m'étais forcé à faire. C'est tu vas écrire un livre, presque un livre d'action, mais où ça bouge pas beaucoup. Et en plus, tout ça va se passer dans les brumes, ce qui fait que tu vas devoir écrire sur ce qu'on ne voit pas. Donc tu vas devoir trouver des mots alors que il y a rien à décrire. Et ça c'est hyper intéressant pour un auteur de se remettre en danger. Alors, ce qui est intéressant dans tout cela, un des aspects fondamentaux, c'est évidemment Coste, et c'est cette relation avec Anna. Alors, Anna, ça a été la première victime, elle a réussi à s'échapper. Elle a été victime elle-même de sa famille. Elle est mutique, mais tu en fais pas quelqu'un forcément tout simplement prostré. Elle est aussi intelligente, elle fait aussi des choses, elle a aussi une manière de communiquer. À travers elle, tu voulais redonner un peu d'humanité à Coste ? Ah, c'est hyper intéressant. Ah oui, non, mais carrément. En fait, je viens de réaliser que l'humanité, elle pouvait pas venir de n'importe où, et que effectivement, si j'avais dit Coste est humain, ça sert à rien. Il faut effectivement que je lui donne quelqu'un qui va le forcer à cette humanité, parce qu'en fin de compte, Coste, il s'est mis une carapace depuis 6 ans sur le dos, une armure très très lourde qu'il veut surtout pas laisser tomber, parce qu'il veut pas qu'on le touche en plein cœur.
Et cette gamine qui a passé 10 ans dans un cachot, elle aussi, évidemment, elle a cette armure, elle a cette carapace. Et c'est donc deux personnes qui n'ont absolument pas envie de communiquer, qui n'ont absolument pas envie d'être là en face de l'autre, qui vont devoir s'apprivoiser. Et pour s'apprivoiser, il va falloir faire justement tomber cette armure. Et quand on fait tomber l'armure, bah, le cœur est à découvert, le cœur est vulnérable. Alors, qui va souffrir le plus? Ah, va falloir lire, va falloir lire tout ça. Moi, je reviens sur les lieux parce que on a posé la relation avec Anna, on a posé le serial killer, tout le monde le prédateur là qui est en train de d'être poursuivi. Je reviens sur les lieux et sur l'ambiance. En quoi cette île pleine de brouillard et surtout l'ambiance et ce brouillard a influencé un petit peu l'écriture? Est-ce que ce thriller psychologique, il aurait pas pu se passer sur la Côte d'Azur? Alors non, déjà parce que je suis pas très fan des lieux comme la Côte d'Azur, Cannes, Nice. En fait, ça m'intéresse pas énormément. Non, ça aurait pas pu se passer sur la Côte d'Azur parce que ce qui est intéressant dans l'île de Saint-Pierre, c'est que même si on se le dit pas et même si c'est pas quelque chose de totalement prégnant, il y a quand même un enfermement quand on est sur une île. Et moi, j'aime bien la réalisation de cinéma. Parce que la réalisation de cinéma, c'est quoi? En fait, un réalisateur, il va devoir tourner un film en montrant en images ce qui a marqué dans le scénario. Mais avec ces images aussi, il va raconter une autre histoire, une histoire parallèle que ces images vont alimenter le scénario. Ben, moi, je ne fais pas différemment. Qu'est-ce que c'est, en fin de compte? Regardons. Anna, elle a déjà été enfermée dans sa propre chambre par son père qui abusait d'elle. Puis après, elle se retrouve, visiblement, elle attire les soucis. Elle se retrouve dans un cachot, enfermée par un monstre. Et une fois qu'elle est libérée, la première chose qu'on lui propose pour lui sauver la vie et puis pour arrêter ce monstre, c'est d'aller sur une île où elle est encore plus enfermée, dans une résidence surveillée dont toutes les fenêtres sont par balles, sécurisées par des alarmes et des caméras. Donc un enfermement sur un enfermement. Et donc, on a ce sentiment d'enfermement qui est très très fort. Et même pour sauver cette jeune fille, il va falloir la réenfermer à nouveau dans une résidence surveillée. Alors, même si ça se voit dans le subconscient, bah, ça donne cet effet d'enfermement et un enfermement que j'aurais pas pu avoir à un autre endroit. Et quand le mystère s'épaissit, parce que le mystère évidemment s'épaissit, puisqu'il va se passer quelque chose d'assez surprenant sur cette île, eh bien, quand Coste, mon capitaine Coste, se sent en danger et sent que la personne qu'il doit protéger est menacée, vont s'abattre sur l'île, les brumes de Kaplan, qui sont les brumes les plus denses de la planète. Et donc, en plus de cet enfermement sur une île, en plus de cet enfermement dans une maison, eh ben, on a un enfermement visuel. Parce que, est-ce qu'on ne dit pas souvent en fait, on dit souvent qu'on passe son temps à se projeter. On se projette dans ce qu'on va faire cet après-midi. On se projette dans ce qu'on va faire pour les vacances. On se projette dans son boulot. On se projette dans sa famille, dans ses histoires de cœur. On passe son temps à se projeter et à se demander, mais qu'est-ce que je fais dans 5 minutes, dans 5 jours, dans 5 mois ou dans 5 ans? Eh bien, le fait que visuellement, on soit incapable de se projeter à plus de 50 cm à cause des brumes, crée un nouvel enfermement. Donc tout ça, en fait, ça fait sens. Et je pense que il n'est plus temps d'écrire des romans policiers où il y a un flic, il y a une terrible scène de crime avec des bouts de cervelle partout, on a un vrai méchant et à la fin le flic arrête le méchant. Ouais, mais non. En fin de compte, il va falloir raconter de nouvelles histoires maintenant. Parce que ça, on commence à connaître les clés. Et puis nous, quand on écrit un roman, ça nous prend 2 ans. De l'autre côté, les lectrices et les lecteurs, ils en ont lu 25. Donc en fin de compte, c'est assez amusant. On écrit sur une matière pour des gens qui s'y connaissent encore mieux que nous sur cette même matière. Donc il va falloir commencer à réfléchir, et c'est passionnant parce qu'on est vraiment à un moment charnière de réflexion sur ce que va être le polar à partir des années 2020. Tout a été écrit, tout a été dit. Bah, comment maintenant on va apporter un nouveau filtre à tout ça? Donc, je décide que mes meurtres sont jamais gratuits, que mes lieux sont jamais gratuits, que mes personnages sont jamais gratuits, qu'ils font partie d'un tout et d'un même élément. Quand j'ai écrit Surface, c'est donc l'histoire d'une fliquette qui se prend un coup de fusil en plein visage. Eh bien, c'est pas par plaisir que je fais en sorte qu'on lui défonce la moitié du visage. C'est que je sais très bien qu'après, elle va devoir enquêter sur un cold case qui remonte à 25 ans. Donc, il n'y a plus de traces, il n'y a plus d'indices. Donc, les informations, il va falloir qu'elle aille les récupérer dans la mémoire des gens. C'est donc l'histoire d'une jeune femme qui est défigurée, qui veut pas qu'on la regarde, qui va devoir, pour résoudre une enquête, aller vers les gens et aller vers leur intimité, alors que la seule chose qu'elle veut, c'est se cacher dans un coin d'une pièce. Donc, c'est pas innocent que je lui colle un coup de fusil en plein visage. C'est pas pour me faire plaisir ou pour dire je vais faire une belle scène d'horreur. C'est parce que tout fait sens. Absolument tout fait sens. Et dans mon roman, dans Les Brumes de Kaplan, je vous mets au défi de trouver un passage, une scène, un personnage, une action
qui n'est aucun rapport avec l'histoire. Tout fait sens dans c'est une même recette. Et si à un moment donné dans votre recette vous rajoutez de la grenade ou de la moutarde et que ça va pas du tout, parce que c'est uniquement parce qu'en fin de compte ça ne fait pas partie de l'histoire. À un moment donné, le monstre va gifler une jeune femme. J'essaie d'être le plus flou possible. Ouais. Hein. Et dans le chapitre d'après, Coste va gifler Anna. C'est-à-dire que le monstre et Coste font exactement la même chose, mais pour des motifs différents. Donc en fait, toutes mes scènes, elles ont un lien, elles ont un rapport. Et si vous pensez à un moment donné qu'il y a un truc qui fait pas partie de l'histoire, bah, dites-vous que ça va arriver, parce que de toute façon, il n'y a strictement rien de gratuit dans les Brumes de Kaplan. C'est Victor Guibert qui vient de gagner là le prix du polar européen avec son livre Terra Nullius, qui fait un résumé que j'aurais adoré lui voler. Ça dit, je vais essayer de pas me planter. Dans cette histoire, le problème, c'est pas le nombre de pièces qu'il y a dans le puzzle, c'est le nombre de puzzles. Et j'adore cette phrase. C'est une punchline que j'adorerais avoir inventée. Elle appartient à Victor Guibert. Je vous invite à lire Edouve et Terra Nullius. C'est un jeune auteur. Voilà, je profite de le dire parce que d'ici 3-4 ans, d'après moi, il va nous regarder de son piédestal parce que vraiment, il assure, un peu comme Alexis Leipzger qui vient d'arriver il y a pas longtemps et qui déjà s'est fait une place incroyable. Donc voilà. Moi, ce que j'aime, c'est les puzzles. C'est en rajouter des couches de puzzles, des couches de puzzles, du mystère sur des enquêtes, sur du mystère sur des enquêtes. Mais mon seul but, c'est que vous soyez jamais perdus. Et est-ce que dans l'intentionnalité de l'auteur, toi qui as pensé un petit peu ton roman, est-ce qu'il y a des choses que tu découvres ensuite une fois écrit? Ça, c'est ce que j'appelle les cadeaux. Oui, dans Surtension, il y a 5 personnes qui s'évadent et ça fait 5 enquêtes. Eh bien, il y a un lecteur qui me dit, mais tu sais que la prison que tu as pris pour exemple, dans Surtension, elle a 5 branches. Et je dis, bah oui, évidemment que je le savais. Tu crois que, évidemment, je me renseigne. C'est la moindre des choses. Quand j'écris dans Entre deux mondes, c'est l'histoire de Adam, un flic syrien qui arrive dans la jungle de Calais pour retrouver sa famille. Et il va rencontrer Ousmane. Et Ousmane, ça va d'abord devenir un ami. Et ensuite, ça pourrait devenir une menace parce qu'à un moment donné, voilà, si jamais vous avez le temps de lire ce bouquin, vous verrez le truc. Mais donc, Adam, ce flic syrien, arrive dans la jungle de Calais, qui est une sorte d'anti-Éden, d'anti-paradis, par rapport à l'horreur qui s'y passe, mais aussi par rapport aussi à l'humanité. Hein, c'est quand même, il faut le noter. Hein. Et Ousmane, en africain, en soudanais, ça veut dire le petit serpent. Et que Adam rencontre dans l'anti-Éden un homme qui s'appelle le petit serpent et qui va justement jouer sur « prends la pomme ». Vas-y, croque dans la pomme. Et Adam va croquer dans la pomme et puis il va réaliser qu'en fait, il va mettre le doigt dans un engrenage qui va être un peu complexe. Et ben ça, c'est après que j'ai vu que Ousmane, ça voulait dire petit serpent. Donc, dans les Brumes de Kaplan, pour l'instant, j'ai pas encore découvert de... Alors, il est sorti il y a 3 jours, hein, donc j'ai encore personne qui m'a écrit pour me dire ah, c'est super ce que tu as fait parce que là, c'est incroyable. Et tu découvres en fait que tu n'y avais pas du tout pensé. Et voilà, c'est des petits cadeaux des bouquins. Une petite question sur le style, parce que Impact était plutôt très frontal dans l'écriture. Parlons-en, oui. Là, justement, t'es un peu moins frontal, hein, comme un miroir un petit peu aux états d'âme de Coste. Ça aussi, c'est réfléchi. Comment est-ce qu'on change de style quand on est auteur? Alors, il y a plusieurs choses. Impact, c'était un cri. Impact, c'était une colère. Donc, il est très ramassé. C'est mon roman le plus court. Il y a une enquête de police qui passe au second plan. Et parfois, j'ai bien conscience que le message, que l'engagement a dépassé le roman. Mais pourtant, je l'écrirais pas différemment. Je l'écrirais pas différemment parce que c'était l'énergie que je voulais lui donner. Là, j'arrive à Saint-Pierre sur cette île, sur cet archipel donc qui est bloqué entre le Groenland et Terre-Neuve. Et alors que je veux écrire un polar qui va un peu tabasser, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de tension, beaucoup de suspense, je me retrouve sur une île magnifique avec des gens adorables. Je me lève le matin, le soleil se lève sur l'océan Atlantique et il y a des dauphins qui passent devant le soleil. On dirait un très moche tatouage ou alors un affreux poster et puis après on me montre des phoques et puis après je vois des goélands, je vois c'est sublime et qu'est-ce que c'est difficile d'écrire des choses qui sont violentes et agressives et pleines de tension quand autour de vous tout n'est que luxe, calme et volupté avec des Saint-Pierrais adorables, alors adorables entre guillemets. Attention, la Saint-Pierraise et le Saint-Pierrais,
c'est pas gratuit. C'est un quart de Normand, un quart de Basque, un quart de Breton, un quart d'Irlandais. Donc autant vous dire qu'il faut pas trop les chauffer. Mais si on arrive sur cette île avec la volonté non pas de prendre, mais d'apprendre, si on arrive sur cette île qui a été souvent maltraitée, pas dans une attitude de Parisien ou de colonisateur, si on est là vraiment pour découvrir l'endroit et le retranscrire le plus fidèlement possible, alors tout le monde vous ouvre sa porte. Et c'est là que le danger commence, parce que y a un apéro, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, et ça c'est dans la même journée. Donc je sais plus quelle était ta question. Vas-y. Sur le style. Sur le style. Et donc je me suis toujours dit, je vais faire monter la tension jusqu'à la page 100, 150, et puis après ça va tabasser, ça va exploser. Puis je suis à Saint-Pierre et j'arrive à la page 150, puis j'arrive à la page 200. Puis j'arrive à la page 240 et je me dis, OK, il est temps de rentrer dans le 93. Ou alors là, c'est quand même un tout petit peu plus facile d'aller dans la tension, d'aller dans la violence et tout ça. Donc c'est vrai que une grande partie de mes scènes contemplatives, une grande partie des entretiens, je les ai écrits à Saint-Pierre. Et quand ça commence à dérailler très sérieusement et très salement, je l'ai écrit dans le 93. Ouais, directement. Très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais une dernière question, mais oui, j'ai évidemment une dernière question. La relation avec Coste, elle évolue. C'est le 4e roman. Comment il va et comment vous vous entendez toujours aussi bien? Ah oui, moi je suis très amoureux de ce personnage. Déjà, c'est un gros ego trip parce que ce personnage me ressemble un peu, donc c'est quand même un peu plus facile Non, je dis des conneries parce que c'est pas facile de s'aimer et j'en fais l'expérience au quotidien. Mais ce personnage, c'est moi en magnifié. C'est un peu comme si, tu sais, dans les cirques, à un moment donné, tu peux passer ta tête dans des grands trucs en carton et tu deviens un super-héros, tu deviens quelqu'un qui soulève des haltères, tu deviens Monsieur Muscle, etc. C'est en gros l'impression que j'ai quand j'écris sur Coste. C'est pas du tout moi, mais c'est quand même un peu moi. Mais c'est vrai que je serai jamais aussi courageux, volontaire, parfois téméraire. Aussi protecteur et puis il faut dire aussi qu'il mesure 1m90 et qu'il est super musclé, ce qui est absolument pas mon cas. Mais bon, le retrouver, c'était retrouver un vieux pote sur lequel j'avais déjà écrit 1500 pages. Donc il a sa grammaire, il a ses attitudes, il a ses réflexes, il a ses manières de faire, donc je peux pas trop faire n'importe quoi. C'est un personnage, c'est quand même moi qui tiens la laisse, mais il a son petit caractère et de temps en temps, il se retourne et il me dit hey, je parle pas comme ça, ou tu sais très bien que je vais pas faire ça. Donc je l'écoute, métaphoriquement évidemment, je l'écoute. Et le plus intéressant, ça a été de le retrouver et de ne jamais oublier que la dernière fois que je l'ai fait parler, c'était il y a 6 ans. Et que je respecte ce timing. C'est-à-dire que Victor Coste, à la fin de Surtension, il a 40 ans. Moi, j'avais 40 ans. Aujourd'hui, il a 46 ans. Moi, j'ai 46 ans. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 6 ans? Donc, le lecteur ne retrouve pas le capitaine Coste une semaine après la dernière enquête. Il retrouve le capitaine Coste après autant de temps qu'il l'a attendu. J'aime bien ce côté de respect de la ligne temporelle. Et il s'agissait de le faire parler. Et en fait, le plus important, c'était la première phrase. Et je me suis dit, si tu trouves ta bonne première phrase, le reste va venir. Donc, il est dans cette résidence surveillée. Il est avec un repenti, parce que ça commence avec un repenti. Et le repenti, alors qu'on ne sait pas du tout de quoi on parle, ça commence comme ça. T'es un sale chien, Coste, t'oseras jamais. Et Coste lui répond, ne sous-estime jamais le désintérêt que je te porte. Et je me suis dit, ça y est, ok, je retrouve mon Coste, un peu chien, un peu chiant, un peu rude, un peu ours. Sa carapace est plus forte, son armure est plus lourde, et c'est à moi de la faire tomber au fur et à mesure des pages, grâce évidemment à cette Anna. Un dernier mot, tu bosses sur autre chose? Ouais, je bosse. Alors là, pour l'instant, je me mets un petit peu au scénario parce que ça me permet de me mettre un petit coup d'oxygène dans le cerveau. Et puis, j'ai déjà mon prochain en tête et celui d'après. Donc, mon prochain, c'est un one-shot, ça va être... c'est un test. J'aime bien me mettre en danger. Donc, le prochain, c'est un roman historique. Allez, va, pourquoi pas. Okay. Et celui d'après, c'est le retour de Coste, parce que là, j'ai un petit jeu pour vous, lectrices et lecteurs. Je vous invite à bien lire dans les brumes de Kaplan, parce qu'il y a 2 occurrences, 2 fois où Coste se pose une question, et cette question, c'est exactement la suite des aventures de Coste. Eh ben, si ça, on n'a pas des lecteurs et des lectrices qui trouvent, on va voir ça. Merci beaucoup, Olivier. Merci à toi. Eh ben, on va vraiment vous conseiller d'aller lire Dans les brumes de Kaplan chez Michel Lafon. Kaplan, ce sont des petits poissons, c'est ça, sur place? C'est ça. En fait, le Kaplan, c'est un tout petit poisson. C'est pour ça que je l'explique pas trop dans le livre, parce que c'est pas trop glamour. Pourquoi on appelait les brumes de Kaplan? Le Kaplan, c'est un tout petit poisson qui, quand il copule, c'est par banc de plusieurs millions.
Et donc ça fait ça fait bouillonner la mer et ça fait des éclaboussures, ça fait une sorte de brume au-dessus de la mer. Et c'est pour ça qu'on appelait les brumes de Kaplan. Voilà. C'est une belle conclusion. C'est parfait. Des poissons qui copulent. Oui, Parfait. c'est toujours une bonne Donc, conclusion, ça. voilà, on recommande donc dans les brumes de Kaplan chez Michel Lafon. On vous recommande aussi, on a un podcast avec Victor Guibert il y a pas longtemps, donc allez l'écouter, c'était passionnant. Et puis on se retrouve très vite pour un certain goût pour le noir. N'hésitez pas à vous abonner, hein, ça vous permettra d'avoir la petite notification à chaque nouvel épisode et on en a 2-3 par semaine en ce moment. Merci à tout le monde et bonne journée.